Allez, Zou. Mounir, tu viens avec nous? Viens dire ce que tu penses un peu. Pardon. Viens dire ce que tu penses. Moi, ce que je pense, c'est aussi ce que je pense. Allez, on est à ta dispo. Allez. Bon, déjà, on va commencer peut-être par le bilan. Vous avez, j'imagine, commencé puisque commencer même à faire le bilan après la fin de saison. Il y a eu les deux dernières défaites, mais bon, ça change peut-être pas grand-chose quand même au bilan. Le bilan de la saison écoulée, Ouais. on est à l'objectif. On a débuté la saison en se disant qu'il fallait se maintenir le plus vite possible et après éventuellement aller jouer des places qui auraient pu nous permettre de terminer un meilleur classement. On s'est maintenu à 2 journées de la fin, donc c'est un peu mieux que l'année dernière à ce niveau-là. Non, la même chose. Là, c'était l'avant-dernière journée. Et puis là, on va dire que bon, on avait 9 orteils depuis 4 journées, à 4 journées de la fin, 3 journées de la fin, on avait 9 orteils en N2. Donc l'objectif principal a été atteint. Voilà, maintenant, on aurait pu faire mieux sur certaines périodes où on n'a pas su bien négocier certains tournants dans la saison qui auraient pu éventuellement nous permettre de lutter sur des places un peu plus sexy. Mais bon, comme je dis souvent, bien souvent, la photo finish, elle est révélatrice de ta saison et elle coïncide avec ce que tu as mis dedans. Donc là, on finit 6e quand on compte le goal average, on finit 4e ex aequo quand on compte les points. On aurait pu être 9e parce que le 9e il a le même nombre de points que nous aussi, mais ils sont derrière nous parce qu'il y a un autre règlement qui rentre en action. Donc moi, ce que je constate, c'est qu'on se maintient et c'est bel et bien là l'objectif principal de la saison. Donc il a été accompli et encore une fois, même si on a loupé quelques trucs, je trouve que le groupe a plutôt bien répondu. On a vécu une saison sur le plan humain qui a été de qualité, avec un groupe qui a été facile à manager dans l'ensemble, des mecs qui s'entendaient bien les uns avec les autres, qui prenaient plaisir à avoir une vie commune. Donc ça aussi c'était important, c'était un des objectifs initiaux aussi. Donc la combinaison de tout ça fait que je suis assez content de la saison. Ouais, puis 6e, ouais, c'est assez révélateur de la saison. Ça aurait pu être 3-4 avec une fin de saison parfaite, mais sur l'ensemble de la saison, c'est une place qui est assez logique. Je crois que c'est la place qu'on a souvent occupée quand même. Oui, si on avait mieux fini ces 2 derniers matchs, on aurait peut-être pu aller chercher la 3e ou au moins la 4e, mais voilà. Ça ne se joue pas à grand chose finalement et sur l'ensemble de la saison, je pense que cette 6e place elle est assez méritée selon moi. Pour toi, qu'est-ce qu'il a manqué pour faire mieux? Je pense que je l'ai déjà dit quand Eli était là, mais le fait qu'Eli ait été souvent absent, au milieu, ça nous a perturbé parce que même si un seul homme ne change pas l'équipe, mais c'est un profil qu'on n'avait pas. Le profil d'Eli, il est particulier et le fait qu'il ne soit pas là, on n'a pas pu souvent renouveler le même milieu de terrain sur les matchs, donc le manque d'automatisme et puis la particularité d'Eli, le fait que c'était un de nos seuls vrais récupérateurs du milieu de terrain, ça nous a enlevé des billes. Et puis aussi mentalement, je pense que mentalement, quelquefois, on n'a pas bien appréhendé les situations quand on a eu des situations d'aller chercher par des bonnes performances un classement supérieur, on a failli. Voilà. Nous, certainement, le staff, dans l'approche du truc, dans comment on a appréhendé l'événement, et les joueurs aussi quand ils étaient sur le terrain. Donc c'est là où il y a un peu de regret. Il y a un peu de regret parce que si on avait eu un mental un peu plus fort, je pense qu'on aurait peut-être pu aller chercher une autre place. Sur les matchs à domicile notamment? Ouais, sur les matchs à domicile, ouais, les matchs où on s'est loupé un peu là et qui auraient pu nous faire basculer, notamment quand on a eu les 2 à domicile, Trélissac et Saumur.
Voilà, il y avait 6 points à aller chercher. Et si on avait fait le plein ici, certainement que la fin de saison elle aurait été plus excitante et on aurait peut-être pu prétendre aller chercher quelque chose de plus important au niveau du classement, c'est sûr. Il y avait eu, tu l'avais déjà dit, pas mal de changements aussi à l'intersaison. Ça a demandé du temps pour construire une équipe, une assise défensive qui a mis du temps aussi à se mettre en place. Ouais, on a fait un bon début malgré tout, puisque les 3-4 premiers matchs, c'est plutôt, on a eu des résultats qui ont été très bons, même pas corrects, mais bons. Et puis après, on a eu une période un peu moins bien où on a pris beaucoup de buts, beaucoup aussi sur des erreurs individuelles, donc ça aussi c'est compliqué de le corriger. Mais c'est certain, en tout cas, on le voit dans toutes les divisions. Toi qui es de Bretagne, on a vu Brest l'année dernière qui se maintient avec pratiquement la même équipe et qui fait la Ligue des Champions aujourd'hui avec les mêmes 16 pratiquement. C'est sûr que quand il y a de la continuité, c'est plus simple parce que tu n'as pas tout à reprendre, tout à refaire à zéro pratiquement. Mais bon, on est dans des championnats où c'est le lot de beaucoup de clubs. Voilà, surtout des clubs comme le nôtre où voilà, c'est pas. On n'est pas les plus pauvres, mais on n'est pas les plus riches non plus. Donc, quelquefois, c'est compliqué de retenir nos joueurs parce qu'ils vont aussi au plus offrant. Parce que quand il y a des grosses sommes entre les deux, c'est compliqué de retenir. Et puis aussi d'aller chercher des joueurs parce que l'argent rentre en ligne de compte. Mais il faut qu'on s'adapte. Et il faut qu'on soit performant malgré nos avantages et nos inconvénients. Là, justement, il y a 2 semaines, vous disiez que vous cherchez un peu de stabilité. Ça va être le cas après les premiers entretiens où il y a quand même les départs. Là, tu me regardes moi. Là. Je sais pas. Ouais, on a cette volonté-là de stabiliser parce que, encore une fois, ça reste un sport collectif, on l'a dit. En plus, qui plus est dans un projet comme le nôtre, dans un club comme le nôtre, où l'humain est au cœur du projet, il y a cette dimension à prendre en compte. Donc pour ça, il faut apprendre à se connaître, il faut se découvrir, il faut comprendre les fonctionnements de chacun. Et là, on n'est toujours pas arrivé sur le terrain de foot encore à ce moment-là. Donc effectivement, la stabilité est essentielle. Après, on est à un niveau qui ne nous permet pas d'être stable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un niveau salarial qui fait que pour quelques euros d'écart, j'ai envie de dire, les garçons peuvent changer de club et aller à l'autre bout de la France. C'est comme ça, c'est le système qui veut ça. Voilà, on le connaît dans quasiment tous les secteurs d'activité professionnelle. Hein. On voit souvent que ce soit des serveurs qui changent de bar, qui sont pourtant les uns à côté des autres ou quoi que ce soit. Ben là, c'est pareil pour nous dans le foot, vu les petits écarts de salaire qu'il y a. Donc effectivement, l'objectif est là, mais il va y avoir quand même du changement. Il va y avoir du changement quand même parce que voilà, le niveau l'impose et voilà, c'est comme ça. Il y a déjà des départs qui sont actés ou... Ouais, pour l'instant, nous avons acté le départ de Cardi qui rentre dans sa région toulousaine, le départ de Arnaud Buisson, le départ de Amadou Koulibaly et le départ de Vincent Fournier. Et les départs, comme ont été annoncés lors du dernier match de Geoff et Elie, pour des raisons soit de rassemblement familial, on va dire, pour Geoff qui retourne dans sa région natale, ou alors retraite et réorientation professionnelle pour Elie. Et sur les 4 autres, c'est des choix des joueurs ou C'est de notre part. Il y a des intersaisons qui sont plus dures à gérer que d'autres sur le point de vue purement sentimental, parce que je reviens sur ce qu'a dit David, on a vécu une super saison humainement, vraiment. Et donc on l'a dit pendant, on l'a ressenti pendant, il faut le dire encore après, même quand c'est fini. Et aujourd'hui, voilà, te séparer d'un garçon comme Arnaud, par exemple, pour ne citer que lui, c'est un vrai crève-cœur. C'est un vrai crève-cœur parce que son investissement il a été total, son exemplarité également. Voilà, aujourd'hui, on se doit de faire bouger des lignes aussi dans les perspectives d'améliorer certaines choses. Et des garçons comme ça qui représentent des très bons joueurs, c'est un très bon joueur, mais qui ne correspond pas forcément aux besoins du projet de jeu. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident parce que la tâche est énorme et c'est vraiment pas facile à gérer ce genre de choses, mais bon, ça fait partie de notre boulot de décider, d'agir en conséquence et d'assumer surtout.
interdit, c'est par rapport à ses blessures, le fait que c'est difficile de revenir après tout ça. Ouais, puis c'était une volonté aussi familiale. Ils ont eu un bébé avec sa femme et voilà. Encore un petit Charentais. Ouais. Parce qu'on s'occupe quand même de la démographie charentaise. Hein. Non, donc le fait qu'ils aient eu un enfant, voilà, ils avaient envie de retrouver Toulouse tous les deux. Donc voilà, même si on avait voulu éventuellement tenter quelque chose pour le garder, la décision familiale a été prise aussi un peu comme Geoff. Donc, Ça aussi, il faut le prendre en compte, encore une fois. Quand on parle de projet humain, on ne parle pas que de carrière de footballeur. Les garçons ont des vies de famille, ont des vies de couple à gérer. Il y a un ensemble de choses aussi qu'on peut subir et surtout sur lesquelles on ne peut pas agir. Voilà. Typiquement le cas de Geoff. Geoff, voilà, ça a été, je sais qu'il a mis du temps à venir me voir pour me l'annoncer parce que voilà, c'était compliqué. Moi, ça a été très compliqué d'entendre non, mais de me dire que la page va se tourner avec Geoff. Mais voilà, ce qui est plus dur, c'est de se dire qu'on ne peut rien faire contre ça. C'est comme ça, c'est la fin d'un chapitre et il faut tourner la page. Et c'est vrai que c'est pas évident à faire, mais en tout cas, voilà, on subit aussi ce genre de choses. Il y a des facteurs sur lesquels on ne peut absolument pas agir. Et Koulibaly, c'est par rapport au projet de jeu aussi? Ouais, entre autres. C'est, voilà, ça fait sa deuxième saison, je crois. Ouais, c'est la deuxième. C'est sa deuxième saison et on avait des attentes qui étaient plus importantes le concernant. On a décidé de. Un peu plus par intermittence, il a été bon, mais c'était pas. Ouais, il y a eu des bonnes passes et d'autres un peu moins bonnes, mais voilà, sur la durée et sur la régularité, ça ne nous convenait pas. Donc, on a décidé de changer d'orientation par rapport à ce poste-là. Et le gardien, donc ça conforte Patrick Pat dans son. Tout à fait. Ça conforte Pat et Alexis, puisque Alexis lui avait été proposé l'année dernière d'être numéro 3. Force est de constater qu'il a été les 2 tiers du temps numéro 2. Donc cette année, on lui offre cette place de numéro 2 parce que, encore une fois, avec Alexis, on est sur un projet long terme avec lui. On va lui offrir tout le temps qu'il aura besoin au fur et à mesure des saisons s'il accepte d'être patient, parce que la spécificité du poste de gardien de but, c'est qu'on peut en faire jouer qu'un à la fois. Donc on est dans cette logique-là de lui envoyer aussi un signal en lui disant voilà, tu seras numéro 2 et on comptera sur toi, parce qu'aujourd'hui le numéro 2 à la CFC depuis les 7 dernières années, il a toujours joué un petit peu. Il a toujours joué, que ce soit à l'époque où Jules Loge était numéro 1, Juchom, à l'époque de Yanis Manero ou d'Alan Hunou, et même de Pat cette année, le numéro 2 a toujours joué. Donc on est dans cette logique-là avec lui, voilà. Mais j'en profite pour remercier à nouveau Vincent qui est arrivé en fin janvier et qui nous a aussi rendu des gros services sur le terrain et qui humainement jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, a été d'un investissement et d'un professionnalisme absolument total, et tout ça avec le sourire qui fusait, alors que bon, il voyait bien que sa situation ne se décantait pas puisque Pat enchaînait les bonnes performances et gardait sa cage. Voilà, malgré ça, il a toujours été absolument exemplaire et merci à lui pour ça d'ailleurs. Et pour les autres joueurs, ils vont tous rester ou il peut encore y avoir des départs? Il y a des discussions. Il y a des discussions. Aujourd'hui, on a fait le choix dans ce mercato-là de prendre notre temps pour la simple et bonne raison que nous arrêtons exceptionnellement le championnat à la mi-mai, donc c'est plus tôt qu'à l'habitude. Donc on a le temps d'analyser, d'avoir la tête bien froide pour analyser la situation des uns et des autres. Le temps aussi de faire souffler les garçons aussi. Voilà, qu'ils ne restent pas sur la dernière période qu'ils ont vécue, qu'ils puissent aussi avoir leur tête froide pour prendre leurs décisions, parce que je le rappelle, on ne cherche pas à convaincre les joueurs. Donc c'est un vrai mariage, c'est une vraie relation que l'on crée, c'est du 50-50, donc il faut qu'on en ait envie à 50%, mais aussi qu'ils fassent les 50 autres pourcents, donc c'est important. Donc c'est pour ça qu'on prend le temps de ça, et c'est agréable d'ailleurs parce que ça permet d'avoir des échanges.
un peu plus détendu, un peu plus. Ça permet vraiment une autocritique de la performance qui est assez intéressante, qui permet vraiment d'avoir des vrais retours. Donc ce temps-là, il est vraiment bénéfique. Donc on continue les entretiens. C'est une intersaison plus longue que d'habitude pour toi? Pareil. Je vais prendre le même nombre de vacances que d'habitude, mais non, plus longue, on termine plus tôt, oui. Mais après, voilà, ce sera comme toutes les intersaisons, quoi, avec son lot d'incertitudes, avec des négociations qui existeront. Voilà, ça existe depuis très longtemps, ça existera encore après. Chacun essaie de monnayer son talent, son beefsteak. C'est le principe même de l'intersaison. Donc, voilà. Et comme le dit Peu, il faut que les deux parties aient réellement envie d'aller vivre une aventure ensemble, parce que le gars qui vient ou qui reste à 30%, ou parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait vraiment ailleurs, ou parce que pour autre raison, voilà, c'est pas la peine qu'on fasse une année ensemble, quoi. Il faut vraiment être dans le projet, avoir vraiment envie de vivre encore une fois une aventure humaine ensemble dans les conditions qu'on connaît. Tu as déjà donné une date de reprise? Oui, on reprendra les entraînements le 8 et on aura une reprise administrative qui aura lieu le 5. Donc, vendredi 5, reprise administrative et test, et le 8, reprise réelle des séances. Et l'objectif, c'est de boucler l'effectif avant ça, ou vous laissez un peu de temps même pendant la prépa? Non, on va s'offrir du temps. On va s'offrir du temps. On sait que la prépa est quelque chose d'essentiel dans la préparation de la saison qui puisait dans le projet de jeu de David. Mais on va pas courir à la précipitation, on va vraiment prendre le temps des choses. Aujourd'hui, on sait ce que l'on veut. Encore une fois, nous, chaque mercato qui passe, c'est aussi un exercice de plus pour nous et de l'expérience de plus pour nous. Et on acquiert un savoir aussi au fur et à mesure. Donc on sait exactement ce que l'on veut. Donc on est assez précis. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas courir à la précipitation. S'il y a des joueurs qu'il faut attendre leur retour pour qu'ils s'engagent avec nous, que ce soit dans le renouvellement avec les joueurs actuels ou au contraire dans les joueurs externes, dans les recrues externes, on va prendre le temps de ça. C'est quoi justement les profils qui sont cherchés? Aujourd'hui déjà, il y a du remplacement numérique à faire. C'est-à-dire qu'on a un ailier gauche qui a occupé son couloir gauche pendant 7 ans, où voilà, c'était le sien, avec son numéro 11 qui vient de laisser la place. Donc il y a forcément ce profil-là à aller chercher. Un numéro 6 aussi également qui va être essentiel, parce que j'ai pas pu faire encore, je ferai certainement après mon bilan, comment je vois cette saison-là, mais pour moi ça a été le vrai manque. Là aujourd'hui, le milieu de terrain n'a pas tourné comme on aurait pu attendre qu'il tourne, pour différentes raisons, encore une fois subi, d'autres où on aurait pu faire mieux. Donc le rôle de milieu de terrain va être vachement important. Après aussi, on va chercher devant un attaquant, encore une fois. On va chercher un numéro 9. C'est pareil, ça fait 5 ans qu'on n'arrive pas à stabiliser ce poste-là depuis le départ de Jordan Cuvier lors de la saison 19-20. Donc on espère de pouvoir intégrer et installer un attaquant qui permettrait de combiner avec lui, qui permettrait à des mecs comme Karl Fabien par exemple de se taper encore un peu plus, d'avoir peut-être un peu moins de zones à couvrir par exemple. Donc voilà, ça va être des profils prioritaires. Et puis après, sur l'aspect défensif, on va essayer de stabiliser le maximum de garçons dans la mesure du possible et dans leur bon vouloir aussi. Justement, la défense est le seul endroit où ça pourrait ne pas bouger, où tout le monde reste. Ça t'a satisfait sur la saison? Voilà, l'ensemble du système défensif a plutôt bien fonctionné. Donc, après, on a encore des gars qui n'ont pas donné leur réponse, d'autres qu'on n'a pas reçus. Donc voilà, ça peut encore bouger. Et puis si ça bouge, on sera obligé de s'adapter comme on le fait depuis 3 ans, et on sera obligé de bouger les choses. Mais c'est certain que c'est quand même mieux de garder des gars qui ont donné satisfaction, c'est sûr.
Et au niveau des moyens, le club a passé à la DNCG sans problème. Est-ce qu'il y a plus de moyens? Est-ce que c'est un moyen constant? Alors, donc j'en profite un petit peu aussi pour parler de ça et d'inclure le bilan que je voulais faire. Moi aujourd'hui, je suis très très fier du boulot de l'équipe avec un grand E qui a été réalisé. Aujourd'hui, j'ai une vision un peu plus moyen-long terme que David qui lui a l'enjeu du prochain match et très court terme. Moi aujourd'hui, quand j'analyse les dernières saisons qui ont été faites de la part du club, encore une fois, on sort de 2 ans de Covid, puis 2 ans de réformes, qui est des réformes assez drastiques. De voir le club continuer sa structuration, on fait à nouveau top 6 cette année pour la 3e fois d'affilée. On est entre 9 et 11 points chaque année du premier aussi, malgré que l'objectif est le maintien et qu'à chaque fois l'objectif est rempli. C'est une vraie fierté cette continuité-là. Voilà. On entend le fait que certains aimeraient que ça aille plus vite, qu'on soit encore plus compétitif. Et merci à eux d'ailleurs d'émettre ces critiques-là, parce que c'est ce qui nous stimule et nous pousse à tendre vers leurs souhaits. Donc on a la volonté, effectivement, notamment encore une fois à Le Bon, où on a tout connu à Le Bon. On a connu des matchs cata, on s'en cache pas, on se le dit, on le sait, notamment à la réception de Saumur, et des matchs assez extraordinaires où on oublie un peu trop, mais ce match contre les Girondins de Bordeaux, où dans le contenu a été, malgré la défaite, a été pas loin de la perfection. Donc voilà, on est fiers de ça parce que, encore une fois, nous on gère un club. Le club n'a jamais été aussi stable depuis au moins 3 ou 4 décennies, et encore au-delà de ce temps-là, je m'en souviens pas, j'ai pas assez de connaissances, j'ai pas assez de retours par rapport à ça, mais voilà. Donc nous on est dans cette logique-là. Il y a un objectif qui est posé au club, c'est l'objectif du stade. On veut et on doit sortir notre stade durant la prochaine année, les 2 prochaines années. Encore une fois, on ne maîtrise pas tout, mais l'objectif du club, il est là. Et quand on engage des joueurs, on leur précise ça aussi. C'est-à-dire que oui, on commence chaque match pour les gagner, et ça ne changera pas vu la gagne qui est en David et qui est véhiculée auprès des joueurs. Cependant, on ne va pas aller faire n'importe quoi. Quand je vois aujourd'hui la situation de certains clubs qui sont en no pool, qui ont caracolé en tête pour être rétrogradés aujourd'hui, moi ça ne me fait pas rire du tout. Parce qu'aujourd'hui on essaie d'être professionnel dans ce niveau-là, on manque de reconnaissance dans ce niveau-là, et de travailler de cette manière-là, ça nous fait reculer un peu de 10 pas de voir de telles choses. Donc nous aujourd'hui on a conscience que de par notre modèle économique, qui dépend majoritairement des partenariats privés, de nos sponsors et de notre club entreprise de 250 entreprises. On se doit de développer ça encore et encore. On se doit d'être à l'écoute de notre marché économique aussi, d'entendre qu'il y a des entreprises charentaises qui peuvent être un peu en difficulté pour X raisons. Donc on ne peut pas se permettre d'un seul coup aller faire péter le budget en disant on va jouer la montée alors que nos financeurs et nos partenaires peuvent être en difficulté. Donc là encore, l'idée c'est d'arriver à stabiliser jusqu'à la sortie de ce stade-là, où là par contre, le stade générera des nouvelles sources de revenus qui nous permettra de monter en puissance. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, on ne va pas s'arracher pour aller au-delà des objectifs, qui sera à nouveau le maintien la saison prochaine, puisque dans un nouveau championnat en post-réforme, encore une fois en tant que gestionnaire, on se doit d'analyser et de lire un peu l'avenir et d'être visionnaire. Aujourd'hui, c'est très, très confus sur la configuration du futur championnat. Donc, on aura cet objectif de se maintenir. Mais voilà, encore une fois, se maintenir avec la manière. Et après, une fois que l'objectif est atteint, on ne va absolument pas s'empêcher d'aller plus haut parce que l'ambition est là et l'envie est énorme. Et la structuration du club tend vers ça, en fait. Voilà, tend vers ça. Donc là encore, par rapport, pour revenir sur ta question des moyens, on veut stabiliser les choses, on veut stabiliser le budget, on veut faire attention parce que on a ce projet stade où on ne sait pas si encore, puis de par les différents projets qu'il y a, que ce soit celui à Le Bon, celui à Chanzy, on ne sait pas si comment dirais-je, la manière du financement du stade ou quoi, donc on se doit en tout cas d'avoir des finances les plus clean et les plus carrées possibles, comme un particulier qui souhaite emprunter et qui se présente auprès de son créancier. Voilà. Mais nous, c'est un peu du même acabit. On veut démontrer que ce soit auprès de la collectivité ou quoi, qu'à la CFC, sous Patrick Trio,
le club est plus que bien géré et qu'on peut se permettre de, entre guillemets, prendre non pas un risque, mais d'investir grandement sur une infrastructure qui nous permettra d'avoir des ambitions. Et là, par contre, on changera clairement d'objectif. Le budget, c'est toujours c'est un 8, c'est ça? Oui, il était à 8 cette année, tout à fait. Donc écoute, on est en plein renouvellement commercial jusqu'au 30 juin, ce qui fait aussi qu'on prend le temps aussi sur le mercato, parce que nous, on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Donc étant donné que c'est la grosse saisonnalité du renouvellement du partenariat, au fur et à mesure, on commence à avoir de plus en plus de garanties financières. Donc l'idée, c'est d'avoisiner entre 1,5 million, 1,8 million de budget également, ouais, tout à fait. David, c'est un championnat qui est ouvert, ça, c'est risque parce que il y a le maintien qui doit être assuré, mais on peut aussi très vite jouer les premiers rôles sur une très bonne saison si la mayonnaise prend bien. Ouais, il faut cette période-là, elle est primordiale déjà. C'est celle où tu choisis tes hommes, parce que même si nous, le staff, le club, après on a un rôle à jouer sur la façon de les intégrer, sur comment ils vont vivre leur saison au quotidien. Tu ne peux pas non plus transformer complètement les gens. Donc cette période-là est importante, c'est pour ça qu'on y accorde beaucoup de temps et beaucoup d'attention. Donc à nous d'être suffisamment performants, suffisamment malins pour pouvoir garder les joueurs qu'on veut garder et qui ont été performants la saison d'avant, et puis aller chercher des plus-values qui soient dans ce qu'on peut faire nous financièrement. De toute façon, on va constituer un groupe de qualité avec des gens, encore une fois, qui pourront être adaptables à notre fonctionnement, et puis des mecs qui soient des compétiteurs, des mecs qui ont envie de manger l'adversaire chaque week-end où ils rentrent sur le terrain, de façon à aller le plus haut possible. Le mercato de l'année dernière, justement, est-ce que tu en étais satisfait sur les individualités? Après, j'ai coutume de dire que c'est le plus difficile. C'est le plus important, mais c'est aussi le plus difficile, notamment dans nos divisions. C'est difficile aussi tout là-haut, mais c'est encore plus difficile dans nos divisions parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. On ne peut pas connaître l'intégralité de l'homme, l'intégralité du joueur, même si on essaie de minimiser le risque. Donc dans l'ensemble, oui, je suis satisfait de ce qu'on a fait la saison dernière. Mais il y a toujours un peu de non-réussite dans les mercatos l'intersaison, c'est sûr. C'est quoi la stratégie, sur quoi on se base? Est-ce que c'est du réseau, des vidéos, Un peu tout ça. On avait un peu plus de billes l'année dernière, puisqu'on avait un peu plus de matchs des autres poules. Là, on a tous les matchs de nos poules. On a aussi une bonne partie des matchs de la nationale, même si on ne peut pas récupérer les meilleurs joueurs de la nationale, mais il y a quand même quelques joueurs qui sont en déficit de temps de jeu que tu peux éventuellement récupérer. Donc, et puis après, oui, c'est aussi du réseau, des connaissances. Essayer de connaître un maximum de ce qui se passe hors du foot par rapport aux gars, parce que comme je le répète souvent aussi, moi je préfère des fois avoir un joueur qui est 10-15% moins performant sur le terrain, mais qui va s'adapter à ce qu'on veut réellement dans le vestiaire. Donc c'est ça aussi qu'il faut développer. Mais c'est pas simple. Il faut réussir à obtenir les infos, et quelquefois tu n'as pas toutes les infos que tu voudrais. Donc il faut bosser. Une chose est sûre, c'est comme quand on est sur le terrain et qu'on essaie de mettre en place des choses pour que les gars soient bons, il faut bosser beaucoup pour avoir ce que tu as envie d'avoir. Réellement. Il faut bosser beaucoup en très peu de temps. Voilà. Donc c'est ce qui rend la chose encore plus complexe. Après, l'objectif d'un mercato pour n'importe quel club, c'est limiter l'incertitude. C'est ça l'objectif premier. Aujourd'hui, il y a des garçons. On va recruter des garçons, on va connaître leurs manques, on va savoir que là-dessus ça va être insuffisant, mais on le sait. Donc ensuite on essaie de composer l'effectif en conséquence de cause, quoi. Donc c'est pour ça que voilà, on ne cherche pas aujourd'hui un joueur national 2, comme on le dit sans arrêt avec David, c'est comme un entraîneur de N2, un directeur sportif de N2. Si on est en N2, c'est que c'est notre niveau et que forcément il y a des manques par-ci, par-là sur certaines choses pour pouvoir aller au-dessus. Donc on le sait ça, donc on accepte ça, c'est pas un sujet. L'idée par contre c'est la complémentarité. Et c'est ça qui n'est pas évident, c'est que si on pouvait recruter tous les joueurs en même temps
que le puzzle soit fini pour pouvoir dire ok c'est ça que je prends. Malheureusement non, c'est des pièces qui parfois on avait prévu d'agrémenter ça avec une autre pièce qui finalement ne viendra pas. Et donc c'est ça le casse-tête, il est là en fait. Il est là plus que dans la détection de joueurs. Aujourd'hui il y a un travail de fond qui est assez important. Il y a effectivement le réseau aussi qui se développe de saison à saison. Aujourd'hui on a des vraies références quand il y a des personnes qui nous recommandent. Nous connaissant et les connaissant, ben, on écoute un peu plus que d'autres. Donc tout ça se développe. Mais voilà, l'enjeu c'est d'arriver à réunir tout un tas d'ingrédients et de faire un cocktail où la saveur est bonne. Et la saveur est bonne. Donc c'est pas simple. C'est pas simple, mais là est l'enjeu du recrutement, quoi. La complémentarité et que l'ensemble soit le plus homogène et tire absolument dans le même sens. Il y a des profils, je pense, expérience, jeunesse, où il faut un peu de tout. Il a bien résumé. C'est un puzzle qu'il faut construire avec quelquefois des pièces qui arrivent alors qu'elles ne devaient pas arriver. Donc il faut essayer d'avoir un groupe homogène qui s'entend bien et où les mecs vont avoir envie de réussir ensemble dans un projet de jeu défini. Il faut effectivement un peu d'expérience, un peu de jeunesse, un peu de moins jeunes, des leaders aussi. C'est un équilibre. Il faut la fougue de la jeunesse et l'insouciance de la jeunesse, l'expérience aussi pour, par exemple, ne pas perdre un match quand il est compliqué et qu'on n'est pas dedans. À l'inverse, il faut aussi du talent pour faire des différences sur des matchs fermés ou sur des matchs de haut de tableau. Il faut après des caractéristiques comme une charnière, il va falloir le stopper, le guerrier qui va aller au duel, il va falloir le relanceur à ses côtés. Il faut un tireur de coup de pied arrêté, il faut aussi de la dimension athlétique. Il y a toutes ces composantes-là où parfois quand on a une liste, on a tout un tas de compositions d'équipes avec les recrues éventuelles ou quoi, et on se dit ah non, là par contre attention, on coche ces cases, mais on manque cette case-là. Est-ce que cette case-là n'est pas plus importante que celle-ci finalement? Et nous, notre jeu, il est là en fait. Le jeu, il est là à 3 avec le prez, on sort de table avec lui, on fait que ça. En disant ok, mais attention, si on recrute tel joueur, tel profil, ça a des conséquences parce que là, vous voyez, ok, il permet ça, mais on a un manque là-dessus. Et en fait, c'est que ça sans arrêt. Et puis là, cette année, il y avait un bon mix peut-être entre les deux. Ouais. De toute façon, le groupe a bien vécu pendant toute la saison. Donc, on avait un groupe complémentaire. Encore une fois, on a manqué un petit peu de mental et de caractère dans certaines situations, mais sinon, il y avait de quoi réaliser une saison de qualité comme on l'a fait. Et au niveau du stade, ça en est où du coup Du stade ou du staff? Du stade. Alors moi je vais te parler du staff si tu veux bien, parce que du coup tu me fais une petite passe D, parce que aujourd'hui il va y avoir aussi beaucoup de changements au niveau du staff, justement, parce que Denis s'en va. Denis aussi pour des raisons familiales va retrouver le sud-ouest de la France, même si on y est déjà, attention à ceux qui disent le contraire, va retrouver le sud-ouest de la France, et aussi on a un départ extrêmement important et symbolique, c'est le départ de Seb, qui a choisi de couper après 8 années de loyaux et bons services. Seb, là encore, après Joff, Seb, c'est une vraie page qui se tourne. Parce que Seb, c'est celui qui est arrivé avec Hervé à la saison 15-16 dans un club, dans un état compliqué où on était en mode sauvetage et survie. Et Seb, c'est quelqu'un qui ne restera peut-être pas dans les livres d'histoire du club parce que c'est la place des joueurs, des entraîneurs et des présidents. Mais en tout cas, il a été une cheville ouvrière extrêmement importante. Et l'intégrité, la loyauté dont il a fait preuve pendant ces 8 années, elles sont absolument remarquables. C'est énorme ce qui a été fait de la part de Seb. Donc c'est pour ça qu'il y a un vrai changement aussi de ce côté-là. Il fait quoi du coup? Il va penser un petit peu à une reconversion professionnelle. Voilà, ça fait partie de la réflexion qu'il va mener durant les prochaines semaines. Il reste charentais, c'est bien ça. Donc il reste charentais, donc on va le recroiser au Stade de Bon s'il a intérêt de venir nous supporter.
Voilà, il est dans une période de réflexion. Voilà, Seb, il est arrivé il y a 8 ans, en couple, en jeune couple. Aujourd'hui, il est père de famille. Sa vie a changé, donc c'est ce qui fait aussi que ses envies bougent, ses envies changent, et puis on est dans des boulots de fou furieux. Voilà. Seb, même pendant les vacances, il reçoit les programmations individuelles des joueurs, il reçoit 25 textos par jour des 25 joueurs en voyant les captures d'écran de ce qu'ils ont fait et bien fait dans leur programme individuel, puis ensuite on enchaîne sur une saison sportive. S'il y a un petit tour de Coupe de France, pas de vacances à Noël, donc pas de coupure, enfin, c'est une énergie de dingue. C'est l'énergie de dingue, donc on en a bien conscience. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Seb, voilà, il a besoin de poser un petit peu, se reposer et de se poser, et puis pour pouvoir savoir ce qu'il a envie. Et donc, ils sont déjà remplacés ou... Ouais, tout à fait, tout à fait. Il va y avoir un nouvel entraîneur adjoint d'un tout autre profil que celui de Denis. Et puis ensuite, il va y avoir aussi une reconfiguration du staff global, parce que on adore un truc qu'on adore ici, c'est que ici tout le monde est concerné par la victoire ou la défaite de l'équipe première. C'est la victoire de tout le monde, c'est la défaite de tout le monde. Et on va aller un petit peu plus loin, où on va mouiller certains éducateurs qui sont salariés à temps plein, aussi sur des missions concrètes auprès de la N2. Par exemple, Thomas va basculer intégralement sur la Nationale 2, Thomas Moreau, bien évidemment avec sa spécialité gardien de but, inévitablement, et avec Jules Auger en soutien et en appui pour bénéficier de son expérience et de son savoir-faire, voire de son expertise à Jules. Et puis il va y avoir, comme ça a été le cas déjà cette année, mais de manière beaucoup plus développée, les interventions de Mathieu aux séances auprès des séances N2 et aussi de Jika sur l'aspect vidéo. Voilà. Et nous aurons aussi un préparateur physique qui viendra rejoindre ce staff pour continuer à gérer les nouvelles ressources telles que le GPS, telles que les brassières GPS, telles que la réathlétisation des garçons, pour continuer à être structuré toujours de la manière la plus pro possible. Et l'adjoint et le prépa, tu peux les annoncer déjà ou... J'ai pas eu les contrats signés encore. Je vais attendre que ce soit signé on a un accord moral et puis un accord de principe, mais je préfère attendre quand même que ce soit signé pour formaliser. Ouais, pareil aussi. Et pour le stade, Et pour le stade, du coup. Pour le stade, alors notre président sera plus à même de en parler, puisque c'est un sujet qui occupe quasiment toutes ces journées depuis plusieurs mois maintenant. Encore une fois, c'est normal, c'est notre objectif prioritaire, c'est l'enjeu majeur pour le développement du club, d'où le fait qu'il y a un travail énorme qui est fait. Comme vous l'avez lu, vu et suivi, aujourd'hui il y a deux projets qui sont en cours. Il y a celui du Stade de Bon qui a été présenté au mois de mars 2023, 2023, qui est prêt, qui est, comme on dit dans le carton, prêt à être déballé, qui est plutôt même dans les starting blocks, prêt à partir. Et également, il y a un projet de mutualisation du Stade Chanzy, avec qui on a créé une relation et des réunions de travail absolument extrêmement plaisantes. D'ailleurs, je remercie Antoine Roger d'avoir autant œuvré comme il a œuvré et d'avoir permis de créer un climat de confiance où on peut se dire toutes les idées, même les plus loufoques possibles, pour pouvoir échanger autour d'une mutualisation du Stade Chanzy. Donc là, on est en plein dans l'étude de la faisabilité de cette mutualisation-là. Voilà. Tout ça lié avec nos collectivités. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait une réunion, il y a M. Bouty, président du département, il y a M. Bonnefond, notre maire, qui représente le Grand Angoulême et la ville. Donc c'est vachement plaisant d'avoir toutes les collectivités autour de la table et de pouvoir échanger et discuter sur un bien qui sera extrêmement salutaire pour notre territoire. Voilà. C'est une infrastructure, on ne demande pas une infrastructure de 30 000 places parce que le besoin n'est pas là. On demande une infrastructure de haut niveau qui permet un certain niveau de la pratique, qui permet de générer des sources de revenus. Et on a même une vision d'amener un stade avec des services qui permettraient de faire vivre le stade tout au long de la semaine et pas uniquement qu'en jour de match. Et je pense que ça serait une valeur ajoutée énormissime pour le territoire. Quand on voit, je cite souvent cet exemple-là, mais que Bergerac a dû aller jouer à Limoges
Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de clubs qui sont en manque d'infrastructures, donc on pourrait commercialiser aussi cette infrastructure pour les biens de notre ville, de notre cité, et ça pourrait générer des sources de revenus au-delà que pour uniquement le SA15 ou la CFC. Donc c'est vraiment, encore une fois, on y met tout notre cœur, toutes nos forces dans ce projet-là, parce que c'est vital, c'est salutaire, et c'est ce qui va permettre de pérenniser les clubs au plus haut niveau. Donc ça, c'est le projet de tribune qui serviront aux deux stades. Ouais, entre autres, ouais. Alors là, quand je parle d'études de faisabilité, c'est qu'on ne s'arrête pas sur cette idée-là. On est en train vraiment de ventiler via aussi des experts externes, de ventiler toutes les solutions imaginables pour ne pas rester uniquement sur une seule idée. On est en train d'imaginer toutes les faisabilités, les possibilités qu'il y aurait de mieux. On ne reprend pas forcément uniquement une idée qui est apparue il y a quelques années. Non, on veut vraiment, encore une fois, là on parle aussi d'argent public, on a une conscience citoyenne énorme, donc on ne doit pas faire n'importe quoi, et une infrastructure comme ça il n'y a pas eu hormis le stade Chanzy et les 5 millions qui ont été mis il y a quelques années, mais sinon d'investissement majeur, il n'y en a pas eu depuis des décennies et des décennies. Donc on se doit de border le dossier de la meilleure des manières. Voilà. Je tiens aussi à dire, c'est important, on a une chance énorme d'avoir aujourd'hui des hommes comme Didier Pichot et Patrick Triot à la tête des clubs qui œuvrent comme ils l'ont fait et qui aujourd'hui, du côté du SA15, permettent d'accueillir 5000 voire 6000 vu la dernière affluence qu'ils ont fait de Charentais au sein du stade, et vice versa du côté de Patrick Triot, de faire vivre une quarantaine de salariés et de développer la pratique du foot de haut niveau en Charente et même en Nouvelle-Aquitaine, vu aujourd'hui la délicatesse dans laquelle se trouve le foot de Nouvelle-Aquitaine, avec la difficulté des Girondins, des Chamois-Niortais. Après, il faut descendre à Pau pour trouver un club de haut niveau. Et voilà, il y a une place à prendre. Et aujourd'hui, l'ambition est totalement permise parce qu'on a des visionnaires à la tête des clubs qui savent exactement où est-ce qu'ils veulent y aller, comment ils veulent y aller. Et ça, c'est une chance inouïe pour notre territoire. C'est vraiment une aubaine. Et ça, le meilleur moyen de respecter cette chance, c'est de prendre leur roue et de les suivre dans cette dimension-là. Le club a un calendrier, des délais, ou est-ce que c'est des projets qui parfois, souvent même, prennent des années, des années? Ouais, c'est la grosse problématique. On est en pleine définition du calendrier. Les études mettent du temps à sortir parce que forcément on veut que ce soit bien fait. Donc le vite fait bien fait n'existe pas sur des projets à plusieurs millions d'euros. Donc l'idée c'est d'arriver à avoir un stop ou go à la rentrée scolaire, un stop ou go sur l'un ou l'autre des projets, mais quoi qu'il arrive, il y aura un projet stade qui sortira. Ça c'est sûr, parce que d'un côté il y a déjà un projet qui est plus que ficelé et qui encore une fois est dans les starting blocks. Qui est financé, qui sera financé. Qui sera financé. Et du coup, ça n'a plus rien à voir avec le projet d'outils de grand stade partagé. Comme je te l'ai dit aujourd'hui, ça fait partie des discussions, ouais, tout à fait. Parce que l'idée de M. Bouty de réunir la pratique du sport de haut niveau, et moi je trouve que ça a un sens terrible, c'est vraiment un super sens. Quand je dis terrible, c'est dans le positif du terme, hein. C'est un super sens, parce qu'aujourd'hui, voilà, on s'aperçoit qu'il y a plein d'athlètes de haut niveau en Charente qu'il faut encourager, qu'il faut aider, accompagner. Et aujourd'hui, les accompagner par des financements purs et durs, non, je trouve que c'est pas le rôle de la collectivité. Par contre, de les accompagner en leur dotant d'infrastructures et d'outils de performance, voilà, c'est super, c'est d'enfer. Donc ouais, aujourd'hui, la question, elle est vraiment de se poser qu'est-ce qu'il y a de mieux pour le territoire. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte. Et s'il faut que la CFC fasse des concessions ou la SA15 fasse des concessions, nous on est prêt à les faire, c'est pas un souci, c'est pas un sujet. S'il faut mutualiser, partager, et voilà, l'idée c'est d'arriver encore une fois à représenter l'étendard charentais au plus haut, sur toutes les cartes du foot national, du rugby national, et voilà quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour le territoire? Il n'y a que cette question qui nous anime.
donc on en saura plus en septembre, quoi. Ouais, voilà, ouais, hormis, attention, hein, moi je suis qu'un exécutant, hein, j'essaie voilà, ces dossiers-là, ce sont les patrons qui les gèrent et qui donnent le tempo, surtout qui les décident et qui donnent les tempos. Donc s'il y a un autre tempo, un autre rythme qui est fixé parce qu'il y a une annonce à faire ou quoi que ce soit, ça peut arriver aussi, ça fait partie des possibilités. Mais effectivement, ouais, ça sera, je pense qu'il y aura un peu plus de nouveautés à ce moment-là. Ok, C'est bon? Ok. ça marche. Allez. Ça va venir? Ouais.